Bonjour, je suis Marc-Josée Richer. Bienvenue à l'émission L'Impact de l'exportation Balado. Aujourd'hui, en 2023, tous les chefs d'entreprise doivent faire une réflexion sur l'impact environnemental. L'industrie pharmaceutique n'échappe pas à cette règle-là. Elle est réputée pour ses plastiques à usage unique, malheureusement. Ecolofarm est une entreprise canadienne qui réduit la pollution plastique en fabriquant des emballages plus respectueux de l'environnement. Ça, c'est dans mes cordes. Sandrine Milante est la présidente directrice générale d'Ecolofarm, ainsi que mentor pour les femmes dans le domaine de l'action climatique et bien d'autres choses encore que l'on va découvrir aujourd'hui. Elle est ici pour nous expliquer pourquoi et comment elle a créé Ecolofarm, les défis qu'elle a relevés puis les conseils qu'elle donne aux entrepreneurs canadiens qui veulent faire une différence dans le monde. Nous diffusons cet épisode depuis chez moi, à Montréal, sur le territoire traditionnel non cédé des Kanien'kehá:ka, le peuple Mohawk. Nous tenons à prendre le temps d'honorer nos communautés autochtones où que nous soyons et nous rappeler notre dette commune envers les premiers peuples du Canada. Merci de me joindre, Sandrine. Merci de l'invitation, ça fait plaisir. Donc, quelle était la genèse d'Ecolofarm? Pourquoi? Est-ce que tu travaillais dans le milieu pharmaceutique, dans le milieu environnemental? Qu'est-ce qui fait que tu t'es lancé en affaires avec une mission d'impact positif sur l'environnement? En fait, non, j'étais ni du milieu pharmaceutique, ni du milieu environnemental, j'étais du milieu du plastique. Ah! Moi, j'ai un parcours où, en fait, le destin m'a amené à prendre la direction générale d'une entreprise qui faisait de la transformation de matières plastiques en sous-traitance. Donc, on prenait des contrats pour transformer, faire des pièces de plastique. Ça pouvait aller dans toutes les directions. On pouvait faire des pièces pour le milieu électrique, le milieu automobile, l'agroalimentaire et aussi beaucoup de contrats qui venaient du milieu pharma. Plus pharmacie que pharmaceutique, c'est deux marchés quand même qui sont très différents. Donc, nous, on fabriquait des fioles de médicaments qui étaient vendus ensuite sur le marché de la pharmacie pour servir les prescriptions en laboratoire. Donc, on crachait du plastique et cette production-là précisément de fioles de médicaments, ça me filait des boutons, là. Je trouvais ça complètement archaïque, anormal, non éco-responsable. C'était une catastrophe et à chaque fois que je posais des questions pour savoir pourquoi est-ce qu'on est obligé de faire ça comme ça, etc., mes clients, donc soit des gens de la pharmacie, mais aussi des distributeurs qui vendaient des emballages sans se poser de questions, mais les gens me répondaient en me disant, ben c'était notre référence en 1974, c'était comme ça. Puis j'ai jamais accepté qu'on me dise en 2008, ben c'est comme ça parce que ça marchait comme ça en 1974. J'étais pas née en 1974, de me dire en 2008 que je continuerais à cracher du plastique avec des références qui n'avaient pas évolué, aucune innovation. Ça venait pas remplir ce que j'avais besoin de faire, en fait, dans la vie. Et ce qui est important de comprendre, c'est que ce milieu-là, justement, à la pharmacie, est le deuxième plus gros générateur de matières résiduelles en termes d'emballage après l'alimentation. Donc, Marie-Josée, tu connais bien, justement, ce milieu-là. L'emballage alimentaire, la restauration rapide, oui, les emballages à usage unique, il y en a à la tonne. Mais le deuxième plus grand générateur, c'est les pharmacies parce que c'est là qu'on voit nos bouteilles de shampoing, des emballages de cosmétiques qui sont emballés, suremballés, suremballés et le médicament, évidemment. Le médicament, de par toutes sortes de normes de protection des molécules, etc., c'est très complexe. Et il y a énormément de génération de déchets parce que, qu'on le veuille ou non, on retourne chercher notre médicament tous les 30 jours. On se retrouve avec un nouvel emballage à chaque fois. Fait que c'est pas comme de commander un burger puis de jeter immédiatement 10 minutes après notre emballage. Mais en bout de ligne, tous les 30 jours, on va jeter un emballage quand même. Je trouve ça hyper intéressant que, dans le fond, ton entreprise est née d'une indignation de vouloir changer le statu quo, justement des plastiques à usage, entre guillemets, unique ou à usage au mois.
Est-ce que ça a pris un moment où il fallait que tu entres en éco-conception? Parce que là, peut-être me parler un peu des différents produits ou des différentes solutions que ton entreprise propose. Puis, avec ça, dans le fond, est-ce que, c'est ça, est-ce que tu as dû faire de la recherche fondamentale pour éco-concevoir des produits? Ben, en fait, oui, Écolofarm, on s'est spécialisé dans l'éco-conception de produits d'emballage pour les médicaments de prescription. Et à la base, moi ayant des compétences dans la transformation de la matière plastique, ce qui a été important pour nous dans la genèse d'Écolofarm, dans la naissance de cette entreprise-là, ça a été de trouver une façon de redesigner des produits d'emballage qui soient plus intelligents, plus conviviaux, plus sécuritaires pour les patients, plus sécuritaires pour les médicaments et qui puissent nous permettre de revoir notre processus de fabrication au complet pour s'assurer justement qu'on réduise les étapes, qu'on réduise les manipulations, qu'on réduise par le fait même toutes les sources de gaspillage de ressources à différentes étapes du processus. Donc, c'est une évaluation complète de notre chaîne de valeur qui nous a permis de dire, bon, ben nous, on veut travailler avec un type de matériel plastique, premièrement parce qu'on a la possibilité d'avoir un approvisionnement qui est plus local. Ensuite de ça, parce qu'il se transforme à des plus basses températures, donc moins de consommation d'électricité. Ensuite, parce qu'il est recherché par les recycleurs, donc il est facile en fin de vie dans sa gestion. Il y a une valeur. Exactement. Puis dans le milieu, c'est d'avoir un design où on est capable justement d'amener un flow dans sa transformation qui va être beaucoup plus efficace, beaucoup plus optimisé. La fiole de médicaments, qui est notre premier produit qu'on a lancé aujourd'hui, on a plusieurs gammes de produits toujours destinés à l'emballage de médicaments, mais la fiole de médicaments, c'est l'exemple parfait. Les modèles conventionnels, on a une fiole, puis on a un bouchon sécuritaire qui est une pièce séparée. Et si on n'a pas besoin d'avoir un bouchon sécuritaire, ben on a une fiole et un bouchon non sécuritaire qui peut être offert dans à peu près 20% des cas dans les pharmacies. Fait que ça fait quand même 4 morceaux, 4 produits différents qui sont fabriqués sur 4 lignes de fabrication différentes, qui sont ensuite assemblés, qui sont mis dans des boîtes, des sacs, etc. pour être envoyés dans les pharmacies, que les pharmaciens vont gérer avec plusieurs espaces d'entreposage pour 4 morceaux différents, vont générer des pertes de ces 4 morceaux-là. Et en bout de ligne, ça finit tout le temps dans un bac de recyclage, mais comme c'est des matériaux qui peuvent être différents, puis qui sont mal identifiés, puis qui sont tout petits, ben ils sont pas vraiment recyclés. Donc, la base de ce que nous, on a fait, ça a été de designer un produit qui est moulé d'une seule pièce. Un seul matériel, aucune contamination possible, moulé d'une seule pièce, une seule ligne de fabrication, fermé directement à chaud, donc pas d'assemblage, pas besoin de sac de plastique pour le protéger, il est déjà fermé, il est stérile à l'intérieur. Ça s'en va directement dans des boîtes. Ah ben oui, hein, on a réfléchi qu'on pouvait en mettre plus dans les boîtes, fait qu'on a réduit la quantité de carton. Puis après ça, ça s'en va directement dans les pharmacies. Puis c'est un produit qui est multifonction parce que si quelqu'un veut le transformer de sécuritaire à non sécuritaire, ça se fait directement à la pharmacie. Il n'y a pas besoin d'avoir fabriqué un autre type de produit, un autre bouchon, un autre inventaire, un autre petit camion pour le livrer à la pharmacie. Mais c'est ça. Donc, dans le fond, vos clients, ce sont les pharmaciens, les pharmacies. Oui. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est pas la norme? Un peu comme, je veux dire, la bouteille de verre pour la bière. Pourquoi aujourd'hui il existe une solution qui est beaucoup plus verte et qui n'est pas la norme en pharmacie, que ce soit, ben c'est ça, on recycle à vitam aeternam le plus longtemps possible ce matériau-là. Et il y a des petites places où on va dans les pharmacies, puis on les ramène, puis ils sont restérilisés, tout ça. Bon, je sais pas si ça prendrait trop d'énergie, mais déjà là, juste de la conception jusqu'à sa distribution, jusqu'aux matériaux et tout ça, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus écologique. On a une solution. Pourquoi c'est pas la norme? Je m'excuse, j'arrive pas à faire une tête. En fait, je dirais, nous, l'entreprise, ça va faire 14 ans que l'entreprise a été fondée. Il y a plus d'une pharmacie sur 3 à travers le pays qui utilise nos solutions. C'est pas la norme.
En fait, oui, ça l'est au Canada. Ça commence à être de plus en plus justement dans les stratégies des pharmaciens de pouvoir s'attaquer à ce problème de génération de déchets d'emballage. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, bon, premièrement, un pharmacien, c'est un frontline worker en termes de système de santé. Service client, oui. C'est plus sur notre réseau de santé. Donc, on peut comprendre qu'il y a des pressions et des priorités par rapport à la santé publique qui, surtout, on s'entend dans les 3 dernières années, ont quand même été chamboulées. Ce qu'il faut surtout comprendre, c'est que ce qui a de la valeur, tant pour le patient que pour le pharmacien, c'est le médicament qui est à l'intérieur de mon emballage. Puis tu dois très bien comprendre de quoi je parle. Les gens achètent pas ton emballage, ils achètent ce qu'il y a à l'intérieur. Donc moi, je ne vends que le contenant, je ne vends pas le contenu. Donc l'importance que les gens accordent à ce virage-là est peut-être moins rapide que ce qu'on le souhaiterait, mais je souligne quand même qu'il y a une pharmacie sur 3, plus d'une pharmacie sur 3 et qui a déjà entamé ce virage-là avec nous depuis plusieurs années. Et on continue à croître de façon très importante année après année. Le marché de la pharmacie, le marché du médicament de façon générale, ben, malheureusement, c'est un marché qui ne cesse d'augmenter. Les gens prennent beaucoup plus de médicaments, plus on vieillit, etc. Mais c'est une des choses aussi qui rend la transition plus difficile parce que quand on s'adresse à une certaine tranche de la population et que ça faisait plus de 50 ans qu'il n'y avait pas eu d'innovation puis qu'ils étaient tout le temps habitués à ce type d'emballage-là, ben c'est sûr que la résistance au changement est quand même très importante. Et je crois aussi un autre enjeu, c'est la mauvaise compréhension de qu'est-ce que c'est une entreprise qui fait du développement durable, qu'est-ce que c'est une entreprise qui fait de l'éco-conception. Puis ce n'est pas juste d'avoir un produit qui est recyclable, mais c'est véritablement d'avoir un produit qui réduit l'empreinte carbone au fur et à mesure de son processus. Puis ça a besoin de beaucoup d'éducation. Peut-être nous donner un ordre de grandeur de l'impact. Et combien de fioles ont été vendues par vous depuis les débuts, dans le fond, qui ont remplacé les fioles traditionnelles non recyclables et moins environnementales? On fabrique plus de 60 millions de fioles de médicaments par année depuis les 14 dernières années. Et ces fioles-là permettent de réduire de 35 % la quantité de matière plastique qui va se retrouver en gestion de fin de vie et de réduire de 33 % la génération de CO2 à la fabrication. Puis est-ce qu'il y a moyen de les faire avec du plastique post-consommation ou c'est trop délicat? On en a déjà d'intégrer à l'intérieur de certains de nos produits. Par contre, tout comme dans l'alimentation, la réglementation est assez complexe pour le contact avec les médicaments. Donc, il y a certains enjeux. C'est pas tous nos produits qui peuvent être fabriqués de cette façon-là. Mais ça, c'est du travail qu'on fait à un autre niveau, plus, je dirais, politique et scientifique pour pouvoir faire changer les normes qui sont assez rigides sur ces éléments-là. Mm-hmm. Donc, vous travaillez quand même sur plusieurs fronts pour faire changer les choses. C'est pas juste de faire notre petite affaire dans notre coin, mais effectivement, il faut réussir à convaincre les gouvernements, l'industrie, les clients, les consommateurs. Donc, il y a quand même, souvent les gens ne pensent pas à ça, mais il y a quand même tout un changement de paradigme, là. Mais quand on l'a dans le cœur, c'est un travail de longue haleine. Tu as touché tantôt à un point, tu disais que, bon, une pharmacie sur 3 utilise vos produits au Canada. Tu as touché rapidement aux États-Unis. Je pense que tu n'es pas sur ce marché-là en ce moment, mais c'est quelque chose que tu explores. Mais c'est sûr que, encore une fois, quand on est une B Corp et qu'on veut être cohérent avec nos empreintes environnementales, il faut réfléchir aussi à nos cibles de développement. L'objectif est de faire le plus grand impact possible, donc nécessairement d'être capable d'aller chercher des groupes de pharmacies qui sont capables vraiment là, d'implanter nos solutions rapidement et surtout d'être capable de ne pas envoyer, tout à l'heure je disais, on vend un contenant, donc nous on livre de l'air.
Parce que tant qu'il n'y a pas de médicament qui est mis dedans par le pharmacien, on s'entend qu'il n'y a pas beaucoup de valeur à mon produit en tant que tel. Ce qui fait que de le livrer en Colombie-Britannique ou de le livrer en Californie, ça fait aucun sens environnemental. Donc, nous, étant basés sur la rive sud de Montréal, notre usine est basée sur la rive sud. Elle tourne 24 heures sur 24 et on a des grands et beaux projets d'agrandissement. Donc, l'idée était de regarder à ce que cet agrandissement-là puisse nous permettre d'aller chercher de la clientèle vers le nord-est américain parce que sur un plan environnemental, ça fait beaucoup plus de sens de livrer à une pharmacie qui est juste de l'autre côté des lignes plutôt que d'essayer de continuer du développement dans le reste du Canada. C'est intéressant, quoique, mes analyses, là, parfois en train, ça peut être quand même, faut être très calculé, là, au niveau de sa logistique, mais en train, des fois, on a des très, très belles surprises. Donc, je comprends que la croissance va venir peut-être, là, de vendre vos produits à l'extérieur du pays. Donc, commencer peut-être par une région. Comment on se prépare à l'exportation? Vu que là, bon, il n'y a pas de fioles vendues déjà aux États-Unis. Il y a beaucoup de gens, je pense, qui nous écoutent, qui se disent, OK, moi aussi, je veux exporter aux États-Unis. Est-ce que c'est une région que je dois choisir? Comment on se prépare? Est-ce qu'il faut que j'appelle des acteurs? Comment on fait, là? C'est quoi le processus pour toi? En fait, le processus, c'est de se monter une stratégie qui est cohérente, puis de rester sur cette stratégie-là. Nous, ce qu'on s'est rendu compte avec 2 ans de démarche aux États-Unis, c'est que il y a beaucoup, 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 beaucoup de bruit. Il y a beaucoup de gens qui sont capables de faire miroiter des opportunités, mais l'éléphant américain est énorme. Et on ne peut le manger qu'une bouchée à la fois. S'il y a quelque chose qui m'a été recommandé et je le recommande aussi, c'est véritablement de se dire, trouver une façon de tester le marché. Il faut absolument couper l'éléphant en petits morceaux et être capable d'avoir des cibles qui sont raisonnables, mais des cibles aussi que il faut que ce soit le partenaire idéal. Il faut que ce soit le partenaire qui, en termes de valeur, soit parfaitement aligné avec nous et que si ça fonctionne pas, on n'est pas complètement brûlé. Et c'est aussi beaucoup, beaucoup de s'assurer que ces partenaires-là, on va pouvoir faire un scale-up tranquille parce que il y a des partenaires aux États-Unis qui sont gigantesques et où les scale-up peuvent devenir rapidement très dangereux. Dans notre situation, on vend aux pharmacies. Les 4 plus grandes chaînes de pharmacies, CVS, Walgreens, Rite Aid et Walmart aux États-Unis, n'importe lequel de ces 4 joueurs-là représente à lui seul 2 fois le marché canadien. Incroyable, hein? Ouais, faut être prêt. Il faut être prêt. Dans notre industrie, le ticket d'entrée est très, très, très élevé parce qu'une ligne de production, c'est des investissements d'1,5 million à chaque fois pour une petite ligne. Donc, si tu veux aller chercher ces gros joueurs-là, ça peut devenir rapidement dangereux, financièrement parlant. Oui, c'est ça, qui est lié avec le financier. Mais justement, tu parlais de tantôt là, de bruit. On parle, les grands défis, c'est la compétition, c'est justement la grandeur du marché, c'est de prouver son concept. C'est quoi là, les grands défis auxquels tu fais face? Nous, le grand défi, ça a été de comprendre la structure du marché de la pharmacie. À la base, on avait fait des études et on voyait que ça ressemblait au marché canadien. Donc, il y a des groupes de pharmacies qui sont des grosses corporates qui prennent les grosses décisions au siège social puis qui imposent tout ça dans leur pharmacie. Puis, il y a quelques joueurs qui sont aussi des petits groupes un peu plus coopératives ou des indépendants. Et on voyait que peu importe le type de pharmacie, c'était comme au Canada, ça passe par des grands distributeurs, des McKesson de ce monde, AmerisourceBergen, Cardinal Health. Ça passe par ces distributeurs-là. Fait qu'on s'est dit, c'est le même modèle qu'au Canada. On va sélectionner nos groupes, on va se faire viser nos cibles.
puis on va trouver le distributeur pour pouvoir faire la distribution de nos produits. Le gros enjeu, c'est la réglementation qui est différente entre chaque État. La rémunération et le jeu politique qui existe pour gérer la rémunération des pharmaciens, etc. C'est, pour nous, là, ça a été la découverte du cauchemar que un groupe de 200 pharmacies qui va s'étaler sur 5 États différents dans le Nord-Est, mais il y a 5 réalités financières et des modèles d'affaires réglementaires qui sont complètement différents. C'est énorme d'être capable de bien comprendre comment est-ce que ce travail-là avec les assureurs, avec les programmes d'assurance du gouvernement, Obamacare, etc. Oh my God, Mais c'est ça, est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous a aidé ou vous avez sondé brique par brique? Comment ça s'est passé, ce processus d'apprentissage-là? Nous, on a commencé en travaillant avec des gens qui sont derrière EDC, etc. Donc, les gens du gouvernement canadien qui peuvent être capables de bien aider à faire le premier nettoyage, vraiment. Mais à un moment donné, il y a justement quelqu'un de chez InnoCentre, en lien avec le gouvernement, qui nous avait dit « Va falloir que tu commences à marcher sur la route pour pouvoir voir où sont tes embranchements parce que là, il dit on voit rien. Là. Ça devient excessivement complexe rapidement. Il dit commence à marcher puis à aller tasser un peu le brouillard. » Ça voulait dire quoi concrètement? Ça voulait dire aller rencontrer les distributeurs, les pharmaciens, aller sur le terrain? Pour nous, ce que ça a été de trouver une association. Nous, c'était le NACDS, le National Chain Drug Store Association. Et ça a été de rentrer dans cette association-là et d'aller dans tous les événements et les trade shows de cette association-là pour pouvoir commencer à comprendre politiquement comment est-ce qu'on pourrait tirer notre épingle du jeu. Et ça a été une année et demie pour nettoyer justement un peu le brouillard, pour pouvoir se dégager des chemins un petit peu plus clairs, pour déterminer que nos cibles étaient les bonnes, avoir la possibilité d'aller rencontrer nos cibles, rencontrer les groupes de pharmacie avec lesquels on voulait travailler, que eux-mêmes puissent nous aider au niveau des distributeurs, etc., pour pouvoir faire connaître notre produit et monter une chaîne de distribution qui serait fonctionnelle. Puis tout ça appuyé avec, par exemple, le gouvernement canadien, InnoCentre, EDC. Est-ce qu'il y a d'autres services qui t'ont aidé? Ben c'est sûr que le pendant sur le gouvernement québécois aussi est là avec IQ International. Ils ont aidé aussi à faire du travail. Mais sinon, c'est pas mal ça. On a bien sûr discuté avec des gens du marché, des gens qui avaient une très, très grande expertise puis qui ont été en mesure justement de nous aider à clarifier certaines choses. Mais on est encore aujourd'hui convaincus de pouvoir avancer un morceau à la fois, tout seul, directement d'ici au Québec pour exporter vers le reste, vers le nord-est américain. Puis cette vente-là, elle est prévue pour quand? C'est pour la fin 2024. Parce que nous, faut être patiente, mon Dieu! Oui, il faut être patient parce que dans le processus, nous, il y a eu aussi le développement d'un nouveau produit pour compléter une gamme puis s'assurer justement que les pharmacies sont capables d'adopter des gammes complètes. Donc, nous, il y a un lancement de nouveaux produits qui s'en vient très rapidement chez Ecolofarm et qui va nous aider là, à pouvoir faire nos projets pilotes puis envisager justement les premières ventes. Mais j'aurais tendance à dire, c'est un cycle qui est quand même très lent, même au Canada aussi. Les gens on est attaché à contrat. T'as pas le choix que de suivre un certain calendrier. Ben, j'entends aussi qu'il y a eu justement, grâce à de la rétroaction du marché là-bas, une adaptation même pour le marché local, un développement de nouveaux produits, puis peut-être justement d'étoffer un peu la gamme pour répondre à un marché X. C'est quand même intéressant, là.
On m'a déjà dit, Jean Bélanger de Premier Tech, il me disait exporter de la valeur importe aussi de la valeur. Donc, tout ça, c'est quand même précieux comme courbe d'apprentissage, mais on voit définitivement que c'est le parcours de la combattante quand même, là, avec les différentes régions, la différente réglementation et toute une structure qui est à défricher finalement, là, brique par brique. À quoi ressemblent les 5-10 prochaines années? C'est quoi vos ambitions de croissance? On a grandi très, très vite, très rapidement. On planifie que dans les 3 prochaines années, on va encore doubler. On a un projet de construction pour juste en termes physiques, là, doubler notre usine dans la prochaine année. C'est vraiment de continuer à croître. On est déjà le plus gros manufacturier canadien dans les produits d'emballage et médicaments de prescription parce que les autres sont aux États-Unis, justement. Et donc, nous, c'est de maintenir ce leadership-là, de continuer à développer des nouveaux produits, s'assurer justement qu'on répond bien à tous les besoins de la pharmacie de demain. Je disais au tout début, les pharmaciens sont quand même les gens de première ligne dans notre système de santé. Leur rôle continue à évoluer. Ce qu'ils vivent au jour le jour dans leur pratique est très, très différent de ce que c'était il y a une dizaine d'années. Donc, nous, on veut être là pour ça, pour soutenir, amener de l'efficacité tant environnementale que sur le flot de travail dans les équipes de pharmacie. Et donc, doubler de façon significative dans les 2 à 3 prochaines années. Dans 5 ans, je te dirais que ce sera fort probablement avec un des très, très gros joueurs aux États-Unis qu'on va être capable d'aller faire une différence majeure. Et l'important, mais c'est encore et toujours de s'assurer qu'on accompagne les pharmaciens adéquatement dans ce virage-là. Nous, on a toujours dit, on ne vend pas une fiole de médicaments ou un pilulier, on vend une opportunité pour les pharmaciens de se positionner comme des acteurs de changement. Ils prennent soin de la santé des patients, mais il y a autre chose en arrière de la santé des patients, la santé de la planète, l'impact qu'ils sont capables d'avoir, puis véritablement là, s'assurer que quand ils remettent un médicament, ils savent que c'est dans le meilleur emballage qu'il peut y avoir pour ce médicament-là. Pour nous, c'est cet impact-là qui est important. Pour nous, c'est de continuer à aller faire cette différence-là, puis à réduire la quantité de plastique et de ressources qui est utilisée là, dans le processus au complet. Vraiment intéressant. Puis justement, à travers toutes ces embûches-là, j'ai une question vraiment personnelle pour toi. Qu'est-ce qui te garde motivé? Est-ce que c'est cet impact-là? C'est à travers justement là, l'exportation, c'est beaucoup de défis. C'est ça, la croissance, les changements d'habitude, beaucoup de parties prenantes, l'éco-conception, le design, on s'entend. Là, j'imagine que tes journées ne sont pas de tout repos. Qu'est-ce qui te garde motivé au jour le jour? Ben, c'est justement c'est de savoir l'impact qu'on est capable d'avoir, puis de voir justement comment est-ce que notre entreprise est reconnue, puis continue à faire des grandes choses sur le marché. Moi, je me souviens, il y a un client une fois qui m'avait qualifié en disant « You're a disruptor ». Et j'ai « Oh my God, mais c'est parfait, c'est le plus beau compliment qu'on peut me faire. » Tu sais, moi, on me répondait en 2008 « Ah, c'était comme ça la référence en 1974. » Puis j'ai oui, mais attends, là, je n'étais pas née, je peux pas croire que tu me forces à travailler avec des critères aussi dépassés. Puis qu'il n'y ait personne qui se soit posé la question, comment est-ce qu'on peut faire ça mieux, différemment? Puis souvent dans les entreprises, ce que je dis à des entrepreneurs dans certaines conférences que je vais donner, c'est le développement durable, c'est de l'optimisation puissance 1000. C'est qu'on va mesurer notre impact de façon claire, de façon à pouvoir le transformer dans un KPI précis qu'on est capable de suivre. Et c'est une chasse au gaspillage. Je veux pas gaspiller des kilomètres, je veux pas gaspiller d'énergie, je veux pas gaspiller une ressource comme le plastique. Je veux pas gaspiller le temps de mes gens à faire du travail à non-valeur ajoutée. Donc, c'est ça, c'est si j'utilise 35% moins de plastique, 39% moins de carton
que j'élimine tous les sacs de plastique dans toute mon usine, 55% moins d'électricité et d'eau à la fabrication. Comment est-ce que on ne peut pas voir à quel point est-ce que c'est payant, c'est super important de faire ce virage-là quand on a une entreprise et de propager le mot finalement, de propager la bonne parole parce que c'est la seule façon qu'on a d'avoir des modèles d'affaires pérennes dans le temps. C'est de penser au développement durable puis de s'assurer que ce qu'on fait va être fait d'une meilleure façon avec le moins d'impact possible. Et moi, c'est ça qui me drive le matin quand je me lève, c'est de retrouver mes équipes puis de m'assurer que justement, on est capable de se questionner à chaque fois, de challenger la façon dont on fait les choses, de challenger nos clients, nos fournisseurs pour s'assurer justement que ce qu'on met en place puis la façon dont on transforme le marché, ça va être durable. Mais je pense que tu as touché un point important. Quand on se mesure, on s'améliore. On peut se donner des objectifs avec des indicateurs de performance. Toutes ces données-là que tu m'as dit, tout ça vient d'une mesure. Donc, je pense que ça, c'est vraiment là, la base de l'optimisation et du développement durable. Donc, tu es vraiment dans un esprit de création de valeur, de faire la différence. Est-ce que c'est quelque chose que je demande à toutes mes invités? Est-ce que tu as un dernier conseil pour les entrepreneurs canadiens, que ce soit pour justement le développement durable ou que ce soit pour la préparation à l'exportation ou peu importe le conseil que tu veux donner? Le conseil que je vais donner par rapport à l'exportation, c'est de ne pas... Les États-Unis, c'est un magnifique marché. On est tous très attirés vers ce marché-là. C'est comme un gros sapin de Noël plein de lumière, là. Il y a un aimant, là, qui nous attire. Et ça fait du sens, évidemment. On se le fait répéter tout le temps. C'est vraiment le premier marché sur lequel on devrait jeter notre dévolu. Par contre, ce que moi, je donnerais comme conseil, assurez-vous que votre stratégie d'exportation aux US ne repose pas sur de l'ego. On aime ça, les belles grandes histoires de succès, puis on se dit « Ah yes, moi je vais rentrer aux US », puis c'est ça. Il y a beaucoup, beaucoup d'ego quand on commence à envisager l'exportation, etc., quand on regarde ces beaux grands marchés, puis qu'on voit les chiffres s'enligner, puis on fait « Wow! » Fois 10, c'est simple, hein? C'est fois 10. Le marché de la prescription de médicaments aux US, là, c'est épouvantable. C'est fois 32. Fait que c'est là où je dis, il y a comme un peu l'appel de la sirène, là. Ça peut nous éloigner beaucoup. C'est alléchant. Oui, ça peut nous éloigner de notre core. Puis moi, une chose que je donne comme conseil, c'est de s'assurer de rester bien ancré sur nos valeurs et être sûr que c'est pas l'ego qui nous pousse à aller vers les États-Unis ou à aller trop vite vers les États-Unis. Comme je disais tout à l'heure, c'est un éléphant qu'on doit défaire en petites bouchées. Puis ça se peut à un moment donné que les équipes aient une petite indigestion puis qu'on ait besoin de prendre un temps de pause. C'est ce qui nous arrive à nous. Pour ça que nous, on se dit non, finalement, ça va être fin 2024. Faut prendre un petit temps de pause pour digérer parce que sinon, ça va pas rester. Les États-Unis sont une belle leçon d'humilité, je pense. Pour toute entreprise, là, il y en a peut-être que c'est plus facile que d'autres, mais de mon expérience aussi, là, c'est quelque chose qui se prépare et qui se travaille littéralement au jour le jour. Hein. Si on veut être prêt pour les États-Unis, il faut aussi être prêt à reculer, en sortir. Est-ce qu'il faut aussi avoir peut-être un fort ou canadien, son marché principal, est-ce qu'il faut qu'il soit très, très fort avant de s'embarquer dans une croissance de marché? J'avais un mentor qui avait dit « Construis un trésor de guerre. » Fondation? Construis un trésor de guerre canadien parce que c'est sûr que c'est lui qui va te soutenir. Va te faire siphonner parce que les pirates vont arriver puis ils vont te siphonner, les pirates à l'autre bord de la frontière. C'est sûr que de partir aux États-Unis, si on est dans une situation financière plus précaire, etc., qu'on n'a pas les reins solides, c'est comme de partir n'importe où. C'est-à-dire que
on sort de notre zone de confort, il y a nécessairement des changements de standards, de règles, de marché, de relations de travail, etc., qui fait que il y a plein d'imprévus. C'est sûr. Ça, c'est une des choses. On peut pas tout prévoir. Faut être prêt à jumper puis à voir ce qui arrive. Puis c'est pour ça que qu'il faut s'assurer aussi d'être capable de mettre un break puis de se retirer s'il y a certaines choses qui s'enlignent plus convenablement par rapport aux valeurs ou par rapport aux chiffres. Ça se peut aussi. De très, très, très bons conseils, Sandrine, là, vraiment. Sandrine Milland, fondatrice, présidente, directrice générale d'Écolo-Femmes. Wow, merci pour cette super conversation. J'espère de tout mon cœur qu'il y a des propriétaires pharmaciens qui nous écoutent aujourd'hui et qui veulent prendre le virage vert. On sait où vous trouver maintenant. On sait qu'il y a une solution, qu'elle existe, qu'elle est québécoise, qu'elle est faite ici même sur la rive sud du Québec, donc de Montréal. C'est vraiment super intéressant. Merci énormément pour le temps et les précieux conseils que tu m'as accordés, là, que tu nous as accordés aujourd'hui. Merci beaucoup, Marie-Josée. Ça fait plaisir. Donc, merci de nous avoir rejoints aujourd'hui sur l'impact de l'exportation balado. Si vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui, on serait ravis que vous abonniez, que vous le notiez et que vous laissiez un commentaire sur votre plateforme de streaming préférée. Je vous dis à la prochaine fois!